Christophe, si j'ai bien compris, tu vas nous parler de pan testing, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Est-ce que tu peux nous faire une petite introduction en 30 secondes avant de te lancer dans ton explication détaillée? Alors, évidemment, je suis désolé pour cette question qui va suivre pendant à peu près 40 minutes. Mais grosso modo, l'idée, c'est de proposer en fait un modèle qui permette en fait de se dire, suivant la fonction que j'ai dans l'entreprise, comment avec ce modèle, je peux commencer à imaginer des éléments pour pouvoir tester mon activité, quelle que soit cette activité, que ce soit le projet, que ce soit la partie RH, la partie budget, la partie culture de l'entreprise, etc., etc. Là, par contre, j'essaie juste de parvenir Ok, à... fais un petit pitch d'introduction, ça permet aux gens qui sont connectés de voir de quoi on va parler. Donc, bien, écoute, c'est parti pour le pen testing jusqu'à 18h35. Ok, partage d'écran, ça se passe où par contre? Eh bien, écoute, Partage, tu dois avoir là, un petit je écran l'ai. partagé avec une flèche. Voilà, Est-ce que tout le monde arrive à voir mon écran? ça devrait arriver. Voilà. Oui, c'est bon. Génial. Donc, bonsoir à tous, merci d'être venus. J'ai vu qu'il y a plus de 200 personnes, c'est pas mal, quoi. L'idée, en fait, c'est que je partage avec vous des idées que j'ai mis un petit peu de temps pour pouvoir les réaliser. Il s'agit en fait d'un modèle de test agile à l'échelle. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure durant l'introduction, ça va être peut-être un petit peu douloureux parce qu'il va falloir assimiler quelques notions au préalable. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, hop, écran suivant, nickel. L'histoire a commencé en fait il y a un an en arrière. J'avais édité mon premier livre, génial, l'éditeur était content, numéro 2 des ventes Amazon, super. J'ai même appris que le bouquin était référencé sur l'ISTQB Fondation version française, génial. Et après, et après. Et j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, tiens, ce serait peut-être intéressant d'adresser la question du test agile à l'échelle. Parce qu'évidemment, tout le monde y vient, l'agilité à l'échelle. Alors, le gros framework au niveau marketing qui marche bien, c'est Safe, mais il y en a d'autres, LESS, Spotify, Discipline Agile Delivery, etc., etc. Et j'ai commencé à écrire des choses et je me suis dit, tiens, ce serait excellent si je pouvais trouver en fait un moyen pour pouvoir rester chez moi. En fait, il y en a eu deux qui sont présentés à moi. D'abord, ben, il y a eu un accident que j'ai eu chez moi. Je me suis cassé la gueule. Et là, pour le coup, j'ai été directos à l'hôpital. Et pendant que vous, ben, vous étiez en train de vous goinfrer en vous posant des questions sur le PQ et les pizzas et la farine, ben, moi, ma pizza et ma farine, elle était un petit peu réduite quelque part. Mais bon, le bon côté de la chose, c'est qu'en fait, ça m'a permis ben, de pouvoir réfléchir à un petit peu tout ce qui se passait, de lire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour arriver en fait à un modèle constitué de quatre composants. Alors, le premier composant, c'est bien sûr la testabilité. C'est évident, on parle de test, il n'y a pas de testabilité, on ne va pas très loin. Deuxième composant, c'est la double boucle d'apprentissage. Le troisième, la théorie des contraintes. Et le quatrième, la panarchie. Alors, on va commencer par le premier, qui a priori tombe sous le sens. Que voici. La testabilité, en fait, à force de voir différentes situations et de rencontrer différents sujets et aussi de discuter, de lire beaucoup de choses, je suis arrivé à une espèce de situation, c'est mon état de l'art en tout cas, sur ce qu'est la testabilité. Il y a d'abord un versant intrinsèque avec son pendant intrinsèque. La testabilité intrinsèque, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que moi, en tant que testeur, je vais pouvoir tester, tout ce qui m'est accessible directement. Alors, lorsqu'on parle de test au niveau de l'IHM, bien sûr, ben, c'est l'IHM qui va me donner son feedback. Et manque de bol, parfois, suivant les fonctionnalités, je lance une fonctionnalité et puis je n'arrive pas à voir si ça s'est bien déroulé ou autre. Et en fait, je vais pouvoir avoir cette information lorsque je vais commencer à aller dans les couches basses de l'application. On va arriver progressivement, via la testabilité technique, sur ce versant intrinsèque. Alors, cette testabilité technique sera assurée, ben, par exemple, par les logs. Parfois, il suffit de regarder dans les logs ou dans la base de données pour voir ce qu'il en est, ou alors carrément interroger des API, qu'elles soient publiques ou privées. Mais ceci dit, quel que soit le niveau de connaissance que l'on a, on va se rendre compte que par moment, pour adresser cette testabilité, qu'elle soit extrinsèque ou intrinsèque, parfois il faut en fait avoir affaire au versant social de l'entreprise.
communiquer, essayer d'avoir des informations de gauche et de droite. Et en fait, la version la plus formelle, on va dire, pour pouvoir adresser cette testabilité sociale, c'est bien sûr le processus. Le processus n'est qu'une version formalisée de la connaissance tangible, notamment vis-à-vis des tests. Et de façon un petit peu plus générale, on va avoir bien sûr une gestion de la connaissance, que ce soit une gestion documentaire, que ce soit différents moyens qui sont présents, ou de l'aide en ligne, ou simplement dans ALM ou Squash, ou peu importe l'outil de test. Mais grosso modo, en gérant sa connaissance, on va voir qu'en fait, on va pouvoir progressivement migrer vers cette connaissance tacite qui est de façon encore plus générale adressée par la communication. Je connais un gars qui a fait le produit en question, et si je lui posais la question, ben ça comme on teste, avec un petit peu de chance, il aura réalisé un petit module où il connaîtra le moyen pour pouvoir vérifier l'information. Et effectivement, une fois qu'on a ces 4 tableaux qui sont adressés, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir commencer à améliorer ma testabilité, quel que soit son niveau, qu'elle soit technique ou alors en termes de communication, pour fournir un petit peu plus de visu extrinsèque ou intrinsèque. Et là, on commence à rentrer dans l'autre vif du sujet. Je vous l'ai dit, vous allez souffrir, hein, je suis désolé d'avance. On va commencer par en fait une notion qui s'appelle la double boucle d'apprentissage. C'est un certain Argyris, qui en 1974 a travaillé sur ce sujet. Il a travaillé sur ce sujet qui consiste en fait à faire des liens entre les niveaux d'une organisation. Ce bonhomme Argyris a aussi théorisé ce qui s'appelle la théorie de l'action. Alors c'est un oxymore, mais il en a fait plein d'autres. Le bouquet dont est issue cette double boucle d'apprentissage s'appelle la théorie en pratique. Et à quoi ça ressemble en pratique, ce qu'il raconte? En fait, lorsqu'on effectue des actions qui viennent s'inscrire dans une vision stratégique, ces actions auront des conséquences. Et bien sûr, en regardant les conséquences de mes actes, ben, je vais avoir un feedback, un apprentissage. Et c'est en fait le premier feedback que l'on peut avoir par rapport au test. Tester, c'est apprendre. Mais bien évidemment, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se contente de voir simplement le résultat de ces actions? C'est qu'en fait, on va avoir des actions qui seront conformes ou non à ce qu'on avait imaginé. Manque de bol, lorsqu'on essaie d'avoir un bon produit, avoir un produit conforme ne suffit pas. Du coup, en fait, il faut introduire une seconde boucle d'apprentissage qui va être à un niveau un petit peu au-dessus. Ce sera par exemple par rapport à une vision stratégique, la vision de la gouvernance par des variables, par des KPI ou autres, ou encore plus simplement, plus prosaïquement, en allant sur le terrain, en allant voir le client ou en ayant des feedbacks, des feedbacks du client. Alors, là, on va dire qu'évidemment, on reste dans la pratique, dans ce qu'il a dit Argyris. À quoi ça va ressembler dans une équipe? Alors, bien évidemment, on va commencer par cette notion de test unitaire, le TDD idéalement, bien entendu, où un test sera généré. Ce test permettra ensuite d'avoir du code derrière, et ce code permettra ensuite de refaire sa conception en refactorant, en réusinant en français, et puis voilà. Et ici, on a par rapport au TDD une boucle de rang supérieur, une seconde boucle d'apprentissage qui est la TDD. On va trouver en général le terme BDD pour signifier ça, mais le terme exact, lorsqu'en fait on commence par imaginer les tests d'acceptance en les automatisant, on trouve le terme ATDD pour Acceptance Test Driven Development. L'ATDD est à l'user story, ce que le TDD est au code. Et en fait, lorsqu'on regarde des organisations agiles, SAFe propose notamment, par exemple, Lean Startup. Comment fonctionne le Lean Startup? Eh bien, on va entendre des besoins qui viendront du client ou du marché en général. Et à partir de là, on va rentrer dans une analyse qui va nous permettre de formuler des hypothèses. Et le but du jeu, à ce moment-là, c'est notamment par MVP ou autre, d'essayer de vérifier le plus rapidement possible ces hypothèses. Et là, on voit bien qu'en fait, vient se dessiner sur la première double boucle d'apprentissage une boucle supplémentaire. Alors, lorsqu'on est sur une vision purement prototypage, potentiellement, on pourrait esquiver ces items TDD et TDD, mais lorsqu'en fait, on commence à avoir un produit qui commence à gagner en stabilité, et bien là, pour le coup, bien évidemment, pour éviter d'empiler du code de très mauvaise qualité avec des mauvaises hypothèses, et bien pour le coup, ces doubles boucles qui viennent en dessous de Lean Startup seront aussi intéressantes. Et qu'est-ce qui se passe avec le Lean Startup? C'est qu'en fait, une fois que
son nouveau produit, on va dire, son produit version 1.1 ou 2.0, peu importe, sera généré. On va le mettre à disposition du marché. Et les clients, à ce moment-là, vont nous dire, bah, tiens, voilà ce qu'on en pense, en bien ou en mal. Lorsque les hypothèses sont vérifiées, très bien, on va les élargir ou les approfondir. Et si manque de bol, ben, le marché ne répond pas de façon positive, hop, on va pivoter, on va changer d'avis. Ce qui a été fait, ben, tant pis, c'est de l'argent perdu, mais c'est pas grave. Avançons, ne cherchons pas comme ça à regretter l'argent qui a été dépensé. De toute manière, il est déjà dépensé, il est déjà perdu. Donc, on va changer d'idée et explorer d'autres hypothèses. Deuxième versant du pentesting, c'est la théorie des contraintes. Cette chose-là nous vient en fait de l'industrie et ça a été imaginé par un certain Goldratt en 1984. L'idée générale qu'il y a derrière cette théorie des contraintes, c'est de supprimer des goulots d'étranglement. On va imaginer bien sûr une ligne de production. Si à un moment donné il y a un maillon faible, on va essayer de travailler sur ce maillon faible pour ne plus qu'il soit gênant sur l'ensemble de la production. Donc en fait, on peut résumer déjà que cette théorie des contraintes se base sur une gestion des flux. On va dire déjà par deux modèles, deux gros modèles. Un premier qui s'appelle le VATI, qui adresse la notion des contraintes au niveau macroscopique. Alors, brièvement, c'est quoi le VATI? Vous voyez comment ça, les lettres font des formes. Alors, je ne fais pas du tout le YMCA. L'idée est plutôt, en fait, en regardant ces formes, de voir que, par exemple, ici, le V, à la base, il va y avoir une seule source de mise à disposition de matières premières, et cette matière première sera déclinée en différents produits. C'est typiquement l'exemple du métallurgiste qui, d'un côté, va fournir des rails et de l'autre, des plaques d'acier. La forme en A, c'est on a différentes sources de matières premières qui, par combinaison savante et des processus complexes qui vont interagir les uns avec les autres, d'où le goulot d'étranglement, bien entendu, on va se retrouver à générer un seul produit. La forme en T indique qu'en fait, on a de la même façon une seule source de matières premières qui, de façon très linéaire, va générer un proto-produit qui, au dernier moment, sera décliné par rapport à tous les clients que l'on a. Et la format I, ben, pareil, une source de matières premières, processus linéaire, un pipeline en fait, qui générera par contre un seul produit. Alors, sous-jacent à ça, on voit bien que sur un produit qui n'a pas de customisation, le I, c'est typiquement la feature team qui a sa source de matière première qui est l'exigence, l'ensemble des exigences qui l'intéressent, qui fout ça dans son pipeline CI/CD et autres Jenkins de la vie et bambou, pour arriver ensuite à fournir sa fonctionnalité sur le marché. Le DBR qui intéresse plutôt la partie microscopique, on verra ça dans le slide qui suivra le suivant. Le second versant en fait de la théorie des contraintes, c'est cette capacité d'avoir de l'adaptation et surtout de la résilience. Pourquoi et comment? Il faut imaginer qu'en fait, dans un système souvent complexe, bien entendu, il y a évidemment différents sous-systèmes qui vont interagir. Et l'idée, c'est que, bien entendu, lorsqu'on vient résoudre des goulots d'étranglement sur un système, on ne vienne pas en même temps introduire des régressions de performance sur l'autre sous-système. L'idée, c'est que, bien entendu, lorsqu'on a fait un choix, si le choix est mauvais, eh bien, pour le coup, on rollback. Cette amélioration était une fausse bonne idée, on l'enlève. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'à force d'introduire ce genre de stabilité, on vient rendre en fait son système résilient à toutes les scories qui peuvent arriver dans le déroulement des processus liés à la génération du code et du produit de façon plus générale. Tout à l'heure, je vous ai parlé du DBR. Qu'est-ce qui se cache derrière ces trois lettres? C'est trois mots, drum, buffer et rope. Drum, en anglais le tambour, vient en fait impulser un cadencement. L'idée, c'est en fait, on peut imaginer comme ça, sur une galère, le gros bonhomme costaud qui vient taper du tambour pour que tout le monde travaille ensemble de façon cadencée. On rappelle bien entendu que le cadencement est une des valeurs propulsées par SAFe, mais que l'on retrouve aussi au niveau des équipes agiles lorsqu'elles font leur sprint. Le buffer, c'est en fait un mini stock tampon. Et la corde, c'est vraiment le déclencheur. J'ai mis une petite image là à droite pour vous rappeler ces toilettes de l'ancien temps où il y avait une petite corde pour tirer la chasse et faire une belle évacuation au fond des toilettes.
Alors, à quoi ça va ressembler cette chose-là, ce DBR, lorsqu'on a une organisation? Prenons une organisation relativement simple où on va exposer ce système DBR. En haut, on va avoir un distributeur de matières premières. Alors, cette matière première peut être les besoins ou alors le backlog ou le sprint backlog. Et puis, on va avoir deux traitements qui vont s'enchaîner. Un traitement 1 qui est relativement rapide et le traitement 2 qui, lui, sera plus lent. Ce sera en fait un goulot d'étranglement. Donc, pour ce traitement 1, on peut imaginer le PI planning ou la génération du sprint backlog ou le développement. Et pour ce traitement 2, en miroir par rapport aux différents codes couleurs que j'ai mis là sur l'écran, le sprint backlog, le développement ou le test. À chaque fois, quelque part, on se retrouve, et c'est la configuration que l'on a un petit peu, l'on a un petit peu dans toutes les entreprises, c'est que le traitement qui est en dessous est un petit peu plus lent. Et le système DBR, à quoi est-ce qu'il va ressembler? Premièrement, on va se retrouver à mettre au niveau du premier traitement un système de cadencement. Ce système de cadencement viendra en fait rythmer l'ensemble des traitements. Et il va se caler sur le traitement le plus lent, à savoir le test ou le développement, ou etc. etc. L'idée, c'est que bien entendu, on vient éviter d'engorger ce traitement qui est lent. On se doute bien que c'est facile quelque part de générer des user stories, c'est plus long et plus difficile de les implémenter. Et si on en met trop dans le pipe des développeurs, à un moment donné, non seulement les développeurs vont dire, bon, là, je crois que c'est plein, on n'ira pas plus loin, mais aussi, lorsqu'il y a des changements d'opinion du marché, et bien pour le coup, il faudra reprendre toutes les user stories et du coup, on ne s'en sort pas. C'est ce qu'en fait, au niveau de l'approche Lean que l'on trouve notamment dans Safe, mais aussi que l'on apprend lorsqu'on utilise un Kanban et autres Scrumban de la Terre, c'est un système qui est tiré, un système dit pull en anglais. Et en entrée du traitement 2, pour éviter que ce traitement 2 qui est là, on se retrouve à un moment donné, ne plus avoir de user story à traiter, de tâches à traiter de façon plus générique, on va mettre un tout petit buffer. Parce qu'on peut imaginer que si à un moment donné, ça vient coincer en amont au niveau du traitement 1, eh bien pour le coup, on n'ira pas plus loin. Et puis, on va attendre et c'est dommage. Et la petite corde qui sera entre le traitement 2 qui est lent et l'approvisionnement de matières premières permettra en fait de signaler, voilà, hop, maintenant, on a fini un traitement, on passera au suivant. Le dernier versant du pan testing, c'est la panarchie. Alors, cette panarchie, en fait, j'ai rencontré ça, entre guillemets, par pur hasard. D'une part, en lisant le Management 3.0, que je vous recommande de lire, et il fait mention d'une première source qui date du 19e siècle, qui nous vient en fait du directeur de l'Académie des sciences de Belgique. Et qu'est-ce qu'il dit ce bonhomme-là? C'est en fait, essayons en fait d'avoir, il proposait comme ça, c'était une vision d'esprit, d'avoir plusieurs modes de gouvernement qui existeraient ensemble dans notre société pour éviter que on se retrouve à avoir des révolutions et les gens choisiraient un petit peu le mode de gouvernance qui les intéresse. Et le second, en fait, que j'ai pu rencontrer, même si c'est sous le même mot, est un petit peu plus tardif, 2002, et je l'ai rencontré en fait en lisant les Liberating Structures. Si vous ne connaissez pas cet objet-là, c'est excellent pour animer des réunions, même lorsqu'il y a plus de 100 personnes. Et en fait, chacun de ces mots a utilisé une étymologie différente. Le point commun, c'est le archi, qui vient de arco, commandé, et pan, d'un côté, c'était pan, le même pan que dans pandémie, le truc qui est global, et l'autre, c'était plutôt la divinité grecque, celle qui est liée à des caprices de la nature. Et la panarchie de Gunderson, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus en détail maintenant, relatait en fait à ce moment-là, par rapport à cet écrit-là, les interactions homme-nature. Et à quoi ça ressemble? Imaginons comme ça une embarcation. Lorsqu'on commence à charger cette embarcation, l'équipe qui est sur cette embarcation va subitement voir que l'embarcation commence à tanguer, voire même être déséquilibrée. Et l'équipe qui est sur ce radeau va devoir quelque part s'auto-organiser, se réorganiser pour trouver un nouvel équilibre. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, un petit peu trop de charge arrive là-dessus, et là, à nouveau, l'embarcation va bouger, et à nouveau, il va y avoir un rééquilibre. Et comment est-ce qu'ils ont modélisé ça? Il y a 4 étapes.
cette première phase alpha, c'est une phase où en fait le système ou l'écocycle, pour reprendre le terme de Gunderson, est perturbé. Et absolument, on doit se réorganiser et explorer, c'est la phase R, pour pouvoir trouver petit bout par petit bout, essayer d'arriver à une situation stable. Cette situation stable va nous permettre d'accumuler de plus en plus de ressources. C'est la charge que l'on va donc avoir sur notre embarcation. Et à un moment donné, ce sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Lorsque la phase d'exploration, a priori, était bonne, et puis on est arrivé au summum de cette phase de conservation, dite K, et bien à nouveau, on va se retrouver en déséquilibre par cette fin de cycle appelée oméga, qui va donner lieu à un relâchement ou en anglais releasing. Et à nouveau, réorganisation. Tout à l'heure, j'ai parlé d'interaction nature. En quoi ça consiste, en fait? Quelle est leur vision? Déjà, première chose, ils considèrent qu'il y a des écocycles de différentes tailles. Plus l'écocycle est petit, plus il va avoir sa vitesse de rotation qui sera rapide. Et plus c'est lent, plus pour le coup, plus il est gros, plus ce sera lent. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, lorsqu'il y a des changements de phase, il va y avoir des interactions entre les cycles. Notamment lorsqu'on se retrouve en phase oméga pour un cycle de rang inférieur, ce sera un petit peu similaire à une révolte. Il va y avoir des éléments qui viendront bousculer l'écocycle de rang supérieur. Là, en l'occurrence, si on regarde bien par rapport à ce qui nous arrive sur Terre aujourd'hui et dans les semaines qui ont précédé, moi, je me suis cassé la gueule parce qu'en fait, à ce moment-là, il y avait des inondations qui se préparaient dans la ville de Biot où j'habitais. Et pourquoi est-ce qu'il y a des inondations? C'est parce qu'en fait, on se retrouve à avoir le système climatique qui est perturbé. Pourquoi? Eh bien, merci la révolution industrielle. Vous voyez qu'en fait, les actions qui vont se passer à un rang inférieur vont progressivement bousculer ce qui se passe à un rang supérieur pour qu'à un moment donné, il y ait un trop-plein et on va avoir ce passage de la phase K à la phase alpha. Ce que l'on peut voir ici, là, c'est cette phase de mémorisation où en fait, on vient en subir les conséquences et nous, dans les rangs inférieurs, on va devoir quelque part se réadapter. Tu vas très loin quand même, Christophe, dans ta capacité d'analyse de ton dérapage sur les escaliers. Je l'avoue. Je suis navré. C'est très puissant, c'est très puissant. Si on rattache bien sûr ceci à la partie équipe, organisation et autres, eh bien, l'individu va faire émerger des idées au sein de l'équipe, tout comme l'équipe, quelque part, va devoir percevoir les besoins du métier. Et de temps en temps, il arrive un trait de génie au sein de l'équipe qui viendra proposer un game changer. C'est ce qu'a fait Apple avec son iPhone, c'est ce que va faire n'importe quelle entreprise, c'est ce que vous allez faire, je le souhaite, demain dans votre équipe, essayez quelque part de changer cette face du monde. Pour aller un cran plus loin, parce qu'ils sont bien amusés, ils se sont dit, ouais, alors, on a un modèle, mais ce modèle en question, vous avez vu cette forme de cycle infini. En fait, il s'avère que cette forme, ils l'ont bien gambergé. Par exemple, la montée de l'infini, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça comme ça? C'est parce qu'en fait, bien, la plupart des phénomènes physiques sont un petit peu en forme de S, une forme de sigmoïde plus précisément. Et à force de réfléchir, ils sont venus à construire progressivement cette forme-là. Mais lorsqu'on regarde en 3D cette chose-là, on voit qu'en fait, ça a une espèce de forme de selle de cheval. Et lorsqu'on regarde cette selle de cheval juste en dessous, eh bien, tout simplement, on a un cycle. Un cycle avec un début où on vient explorer, on vient s'adapter. À un moment donné, l'équipe qui s'est auto-organisée est capable comme ça de commencer à accumuler des choses, que ce soit du code source ou des composants qui sont prêts, etc., et qui sont intégrés. Et puis, à un moment donné, il va y avoir un releasing, une libération, le produit qui part en production. Alors, ce que j'ai mis ici sur la droite, c'est qu'en fait, on se rend compte que par ce biais-là, on peut commencer à s'amuser déjà à combiner ce premier écocycle, ce premier cycle, avec d'autres par le biais de la double boucle d'apprentissage. Alors, au-delà de cette petite extension, je vais revenir aussi sur un truc qui est très terre à terre. J'imagine que la plupart d'entre vous se sont posé la question, ouais, alors écocycle, il est gentil, lui, là, sur Zoom, mais ça ressemble vachement à DevOps, son truc-là. Là. C'est qui le premier, c'est qui le second?
Ben, pour votre culture, DevOps a été imaginé par un certain Patrick Debois à Toronto en 2008. Donc déjà, on peut dire que ben, ce n'est pas les gens des écocycles et tout ça, de la panarchie, qui ont pompé sur DevOps, ce serait peut-être l'inverse. Alors le peut-être, en fait, à mon sens, on peut l'écarter, parce que si on regarde bien, l'écocycle en forme d'infini DevOps en question, c'est une vision de l'esprit qui est une belle infographie, mais si on regarde bien, sur ces différentes étapes, on arrive bien à reconnaître les phases alpha, R d'exploration, et K pour cette montée en termes de constante et d'informations qui sont accumulées. Par contre, au milieu, là, il y a le côté release, qui est la phase oméga. Mais hélas, il y a encore un autre cas qui apparaît sur cette phase de monitoring. C'est quoi en fait cette phase de monitoring? On voit bien qu'en fait, le produit, lorsqu'il est déployé, vient accumuler des informations qui du coup permettent du monitoring et donc pour le coup rebousculer notre écosystème de développement. Ce qui fait qu'en fait, lorsqu'on regarde ceci en termes de panarchie, on a clairement deux écocycles. Un premier écocycle qui est l'écocycle de réalisation du produit et l'écocycle d'exploitation du produit, avec d'un côté la mise en production, avec le releasing sur la phase oméga, et de l'autre, ben, lorsque le produit est exploité, il y a des données qui sont générées, qui nous permettent de générer des observables pour pouvoir avoir une vision critique sur le produit et éventuellement réajuster des bugs et intervenir, etc. etc. Je pourrais aussi passer quelques minutes pour vous présenter ce modèle transgémental. Alors, grosso modo, c'est un modèle qui a été inventé par James T. Reason dans les années 90, qui travaillait dans l'aéronautique et aussi dans le médical. Et il a vu comme ça qu'il y avait des tests qui étaient là dans tous les sens, beaucoup plus qu'on ne peut faire dans bien des boîtes qui sont présentes chez nous. Pourquoi? Parce que là, évidemment, on peut tuer des gens. Et là, on a des tests qui sont de partout. On a même des tests sur les tests. C'est un vrai cauchemar à maintenir et à organiser. Et qu'est-ce qui se passe en fait avec ce phénomène? C'est que chaque contrôle correspond à une tranche de mental. Pas de gruyère, il n'y a pas de trou dans le gruyère. Et du coup, en fait, à chaque fois, il y a une petite faille qui, en fait, lorsqu'on se retrouve à avoir un alignement malencontreux de trous, ben, produit un crash d'avion. Toujours pour continuer, pour vous éclaircir comme ça, ou vous embrouiller sans doute peut-être, quoi, cette vision sur le côté de la panarchie, en fait, on va trouver des écocycles un petit peu partout. Si on prend ne serait-ce que la notion d'information, les informations vont à chacune avoir un écocycle qui leur est propre, où on vient initialiser l'information, elle vient s'enrichir jusqu'à un moment donné, être bouleversée par une autre information. Les informations sont liées entre elles. Et au-delà du plan des informations, on va voir que, bien entendu, lorsque ces informations sont possédées par des individus qui ont eux-mêmes des interactions entre eux, et de la même façon, ces individus appartiennent à des groupes qui vont aussi interagir ensemble. Et là, à partir de là, on peut commencer à sentir d'où vient cette agilité à l'échelle et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire en termes de testing. Mais bien entendu, petit même, plaque, dans le pen testing, dans la vraie vie, à quoi ça correspond? Je vais prendre l'exemple, entre guillemets, simple du test pendant le sprint et comment se situe le pen testing. Donc, le pen testing, vous avez bien retenu comme ça, il y a quatre composants, double boucle d'apprentissage, panarchie, théorie de contraintes et testabilité. Au niveau de la double boucle, on a vu déjà sur un slide précédent, ben, TDD à TDD, c'en est une première. De façon générale comme ça, on va essayer quelque part de relier les tests qu'on a fait au niveau unitaire pour voir s'ils ont vraiment du sens au niveau métier. Ne faire que les tests unitaires se baser là-dessus, ça ne marche pas. Sinon, moi je suis codeur, je crée du code à tout barzen qui n'a rien à voir avec le métier, et donc du coup, le produit ne fonctionnera pas pour le marché et encore moins pour les clients. En termes de panarchie, ce sont bien sûr tous les écocycles de chaque activité qui seront présents et comment arriver à faire ceci durant le sprint. Déjà, si on regarde bien, si le développeur il travaille dans un écocycle et qu'il n'en déborde pas et qu'il n'en démord pas, et que le testeur il fait pareil, ben pour le coup, ça sera difficile. Le premier step, c'est bien sûr essayer de commencer à synchroniser tout ceci pour idéalement essayer de fusionner les activités de test et de développement. Sur la théorie des contraintes, en fait, on va avoir très simplement cette collaboration efficace qui sera présente au sein de l'équipe. On va éviter tous les goulots d'étranglement. Déjà, en fait, si vous vous rendrez compte que si vous arrivez à fusionner quelque part les écocycles de développement et de test, eh bien pour le coup, les goulots d'étranglement vont, entre guillemets, comme par magie, disparaître ou du moins vont se situer à un autre niveau. Et bien sûr, la testabilité, eh bien, qu'elle soit au niveau de la user story et bien sûr aussi au niveau de l'architecture, et etc., etc.
Autre exemple, le test bout en bout, là, le point a été bien sûr soulevé par notre ami Jean-François tout à l'heure dans sa présentation. La vision que l'on peut avoir avec le pentesting est la suivante. Si on regarde bien, sur l'aspect double boucle, c'est clairement la notion d'idéation du besoin du client. À chaque fois, en fait, il s'agit d'avoir bien sûr de la conformité, mais aussi se poser la question du bon livrable. Est-ce que c'est bien ce que l'on recherche à un niveau supérieur? Au niveau panarchie, ce sera directement les évolutions des écocycles dont nous-mêmes on dépend. Typiquement, je suis dans une équipe qui a son propre écocycle. À un moment donné, je vais lui livrer quelque chose. Dans Safe, il y aura le petit, éventuellement, fil de laine rouge qui viendra indiquer la dépendance entre ma user story et celle qui devra être réalisée par l'autre équipe qui est située ailleurs. Et bien, si pour le coup, chacun travaille de son côté, l'histoire ne va pas le faire. Il faudrait essayer de se rapprocher les uns des autres pour essayer, à défaut de fusionner, au moins se synchroniser, qui est aussi un des principes de SAFe. En termes de théorie des contraintes, si je reviens sur cette petite dépendance qu'il peut y avoir entre deux user stories utilisées par deux équipes, que ce soit des fonctionnalités qui soient développées ou des composants bien identifiés qui soient développés par chacune des équipes, peu importe, l'idée de se dire, mais quel type de dépendance il y a entre nous? Est-ce que c'est une dépendance où tu as besoin de te coordonner avec différents clients, ou etc., etc. Pour ça, je vous invite à voir le contexte mapping que l'on retrouve dans le DDD. Le DDD, c'est une notion qui est vraiment extrêmement intéressante. Je ne l'aborderai pas ici, mais faites-moi confiance, elle vient vous donner au moins plusieurs sources de dépendance, plusieurs types de dépendances qui sont présents et qui tiennent directement à l'organisation. Et bien sûr, la testabilité qu'on doit retrouver au plus tôt. Comment la retrouver au plus tôt? Typiquement, je suis dans mon équipe, on fait cette user story numéro 32. Bien sûr, au sein de l'équipe, on va essayer de tester, dès qu'on a quelque chose qui est testable, donc des user stories, des petits tests bout en bout qui sont très locaux comme ça à notre user story. Et lorsque je commence à avoir quelque chose qui est potentiellement à mettre à disposition de l'équipe qui dépend de moi, eh ben, il va commencer à recevoir potentiellement une première version sur laquelle il va pouvoir commencer à jouer pour pouvoir faire ses premiers feedbacks. Et puis ensuite, lorsque lui-même va commencer à se raccorder au bout que vous lui avez donné, eh bien, il va pouvoir commencer aussi à faire des petits tests entre guillemets bout en bout, mais locaux. Et de proche en proche, lorsqu'on arrive au bout du fil de laine où l'ensemble de la feature a été réalisé, eh bien, pour le coup, on aura pu réaliser avec toutes les équipes qui seront mises dans cet encheminement, dans cet enchaînement de points, de développement, pardon, ben, le test bout en bout. On pourra faire la même chose au niveau de la definition of done et bien d'autres éléments, tels que l'architecture, la rétrospective, l'idéation, etc., le budget. En fait, lorsqu'on a bien compris ces 4 composants, il suffit de se dire comment est-ce que je peux décliner ce composant sur chacun de ces domaines. Et le test, en fait, agile à l'échelle, ne peut pas faire l'économie de tout le système dans lequel il est plongé. Il est nécessaire de se dire de quoi l'on dépend, qu'est-ce qui vient nous nourrir, est-ce que ce sont les RH avec leurs compétences, etc., etc., etc. Pour ça, en fait, l'idée, pour mettre tout ceci en musique, on va avoir 2 éléments. Un premier élément qui est, tiens, se construire une espèce de mini roadmap. Là, par exemple, si on prend une photo à l'instant T, je suis déjà arrivé quelque part à lier les différents écocycles au niveau du métier, certains écocycles en termes de domaine et de ligne UX, ou encore au niveau de la culture. Et puis, j'estimais, avec une priorisation de type Wake It Short Job First, qu'au cran suivant, ce serait intéressant de commencer à s'intéresser à lier l'écocycle testeur et dev avec l'évolution des technologies, ou encore les clients avec la partie DevOps exploitation. Une autre façon aussi de voir l'évolution du pentesting, c'est en termes de maturité liée à la panarchie tout à l'heure. Comme ça, j'ai commencé un petit peu à évoquer cette notion de synchronisation des écocycles. Alors, ça ne se fait pas en un coup, bien entendu, quoi. Le premier step, c'est bien sûr identifier qu'est-ce qu'on a comme écocycle potentiel sur lequel on pourrait se greffer, en dehors du sien, bien entendu. Et là, pour le coup, le deuxième step, ce sera de développer
ces connexions, que ce soit par des rencontres. Tiens, ben voilà, je suis le manager de l'équipe. Attends, là, on va faire plus simple, plutôt que faire à chaque fois un mail et compagnie. On va déjà se rencontrer, si c'est possible, bien entendu. Et par cette facilitation de rencontre, là, pour le coup, l'empathie va faire que, tiens, je commence à entendre parler de ce qui se passe dans les équipes voisines, dans les équipes ou les écocycles voisins. Je commence à voir ce qui se passe sur le marché. Ensuite, on va commencer à s'organiser. Typiquement, on va essayer notamment, par exemple, de se synchroniser sur les changements de phase alpha et oméga. Et bien sûr, à ce niveau-là, la testabilité deviendra indispensable. Sans ça, on ne pourra pas aller plus loin. Ensuite, on pourra bien sûr anticiper. Tiens, j'ai entendu dire que là, il va bientôt livrer quelque chose. Et du coup, on va plutôt se pencher sur les tactiques d'adaptation de son propre écocycle pour faire face aux changements qui nous vont arriver. Et phase ultime, entre guillemets, c'est bien sûr fusionner ces écocycles. Et quand on est bien sûr à ce niveau-là, il n'y a plus de silo qui existent entre ces différents écocycles. En termes de rôle, ça peut se décliner de la façon suivante. Chacun a son rôle à jouer. Moi, pour le coup, il n'y a aucun perdant. C'est juste qu'en fait, il s'agit de voir les choses différemment. Les équipes qui vont plus se pencher sur le côté du quotidien, la génération du produit, vont jouer aussi le rôle d'ambassadeur pour certains, en tout cas ceux qui se sentent, vont introduire de la testabilité, accélérer leurs écocycles et bien sûr faire du partage transversal de la connaissance, ce qui en japonais s'appelle yokoten. Les managers, par contre, vont plutôt avoir une version, une vision qui sera je m'occupe de l'environnement, des équipes et des gens dont j'ai la responsabilité. Et pour ça, en fait, progressivement, je vais enrichir leurs connexions, je vais les aider à ancrer en eux une culture d'apprentissage en double boucle, et etc., etc. Et bien sûr, essayer d'éliminer tous les goulots d'étranglement que je pourrais rencontrer en faisant attention, bien sûr, que je n'introduise pas des régressions sur d'autres sous-systèmes, simplement parce que j'aurais fait l'égoïsme en réduisant mes goulots d'étranglement. Et les communautés, notamment les communautés pratiques évoquées tout à l'heure par Jean-François, ben, qu'est-ce que c'est en fait? Ce sont des hubs. Ces communautés vont en fait faciliter les connexions et notamment faciliter ce partage transversal et horizontal de la connaissance. Si ensuite on devait imaginer des KPI, ben voilà trois tout simplement, quoi. Le nombre d'écocycles, ça peut être un premier jet pour se dire, tiens, dans quelle mesure mon équipe est riche. Mais alors, ce n'est pas tout. Si on regarde bien, il y a un autre élément qui est intéressant déjà au niveau de l'équipe, c'est la definition of done. Votre definition of done, si elle ne s'enrichit pas des écocycles dont elle dépend, ben pour le coup, vous n'avez rien compris. Je dis ça clairement, je suis désolé. Le done, c'est le truc qui doit s'enrichir parce qu'en fait, on vient introduire dans ses propres user stories des contraintes qui nous viennent d'autres équipes. Et pour terminer, le Nico qui viendra dire dans quelle mesure mes équipes arrivent à encore gérer des écocycles supplémentaires. Si on voit qu'à un moment donné, la charge est trop élevée, hop, on met en pause. S'il le faut, on réduit des dépendances, tant pis, on fait les sacrifices pour pouvoir avoir un effort qui soit soutenu et soutenable. En key takeaway là-dedans, donc, trois choses. Premièrement, les quatre composants du pen testing, double bout d'apprentissage, panarchie, théorie des contraintes et testabilité. Deuxième takeaway, c'est la notion de connexion entre les équipes par le biais d'Exteam ou de Yokoten. Et quatrième takeaway, c'est bien sûr construire l'environnement de l'équipe. Tout ceci pour dire qu'en fait, effectivement, si on regarde bien, une bonne équipe, c'est une équipe qui sait bien tester. Et plus elle sera testée, plus elle sera fine dans son test, plus en fait, on va se rendre compte qu'elle est inévitablement agile. Ici, je vous ai mis en référence les différentes sources qui m'ont inspiré durant ces mois d'hôpitaux et de privation sensorielle avec de la bouffe qui est la bouffe d'hôpital. Je suis Christophe Moussier, donc je fais ça pour vous. Et puis, si vous avez des questions, il y a mon numéro de téléphone, mon compte LinkedIn. Et maintenant, c'est le tour de vos questions. Je vous écoute.